La valise cabine d'abord, petite, mais donc, mais efficace, aux poches multiples et à roulettes comme il se doit, évitant l'enregistrement et la récupération des bagages. La trousse de toilette ensuite, au flacon transparent que l'on étiquetait. Le choix des vêtements, leur rangement, avait aussi été l'occasion de faire et refaire la valise. La séance de travail durait 1 heure et impliquait des efforts conséquents. Elle appartenait au protocole de ses courses. Mario et Federico ne se connaissaient pas, mais fréquemment, Roux et Bess parlaient de l'un à l'autre. Il lui arrivait même de rêver à une rencontre, ou mieux encore, une table ronde autour de laquelle siégeraient, sans ordre de préséance, Gorion, Federico et Mario. S'entendraient-ils? Un vino rojo. Un vino rojo. Quelques bocadillos et la magie opérerait. Federico et Mario étaient frères en humanité, et Ruebès éprouvait à leur égard une reconnaissance et une affection sans bornes. Avec eux, elle vivait des moments privilégiés à l'abri de ses démons. À quelques jours du grand départ, Federico lui avait tenu un long discours. Ruebès débordait de questions qu'elle inaugurait par une même formule. « Federico, toi qui connais la vie, dis-moi si… » La tournure interrogative suivait de ces chapitres de mots. Elle avait retenu quelques vérités frappantes. Les jambes ne constituaient pas l'outil principal de la victoire. La tête prenait le relais très vite. Une tête pas nécessairement bien pleine, mais bien formée, et selon des circonvolutions positives. Elle seule donnait l'impulsion, et Federico, en bon orateur, avait fourni à l'appui des exemples ad hominem, où seul l'esprit avait vaincu le découragement et la souffrance physique. La seconde réflexion essentielle soulignait le plaisir de l'effort. Pour réussir, point d'autre solution que d'associer la joie et la gratitude au mouvement. Il fallait être reconnaissant face au corps endurant pareille épreuve et offrant en retour quelques minutes de grâce et d'invincibilité. Hugh et Bess buvaient avec délice ces paroles pour que les genoux malmenés tiennent le rythme, absorbe les chocs de chaque foulée. Federico se fit thérapeute et conseilla quelques séances de cryothérapie. Quelques s'exclama-t-elle angoissée par le pluriel. Oui, 3 minutes en chambre froide, tu en as vu d'autres, non? Certes, à n'en point douter, Federico avait le sens du raccourci. Le premier rendez-vous fut obtenu sans difficulté comme les suivants. Ni tout à fait le jour, ni tout à fait la nuit, entre chien et loup, mais il n'y a ni loup ni chien sur la banquise. On pourrait croire que tout est blanc, mais en réalité, tout est brumeux, gris et glacial. Le manchot s'avance, seul parmi ses congénères, à petits pas. Le moindre mouvement, le moindre déplacement, même infime, accroissent cette sensation de quoi? C'est le froid sans le froid au-delà du froid, le grand froid, celui qui pique avant de brûler. Le manchot s'avance, tête baissée. Il lui faudra 3 minutes à peine pour la relever. Il se répète cette phrase. Le froid est une force, afin qu'elle lui permette d'oublier cette sensation d'enfermement glacial. Jeanne, écriture italique. Mes filles. À 5 heures ce matin, la carrière Santa Caterina s'est éveillée. Le livreur de boissons a déchargé joyeusement sa marchandise devant la Puerta del Camay Café. Hernando est sorti aussitôt. Quand cet homme prend-il du repos? Il ne semble pas connaître la fatigue, toujours frais et disposé aux tâches multiples. Je pourrais vous décrire tous les sodas livrés. Ils sont exactement les mêmes que ceux que nous connaissions. Pepsi Cola, soda de limon, des Naranra. Même l'employé ressemble à celui d'autrefois avec son antique camion, ses manœuvres, ses cajots de botellas vides ou pleines. Le transfert s'effectue sans souci de temps ou de délai. Je suis descendu prendre un café. Hernando n'a pas paru surpris de ma visite, pourtant fort matinale.
Il m'a servi, et puisque la salle était déserte, m'a tenu compagnie. Nous avons parlé de la lluvia, de la lluvia y del calor. À 6 heures, les premiers clients sont entrés, et j'en ai profité pour m'éclipser. Je suis remontée dans ma chambre, et me suis apprêtée pour sortir, aussi incroyable que cela paraisse, et malgré ma courte nuit. Il faut croire que l'énergie d'Hernando ou de Lille est contagieuse. Je repars. Je vous embrasse. Écriture droite. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne utiliserait son don d'ubiquité ici et là, ayant 2 patries, 2 épreuves à mener, la sienne et celle de Jueves. Depuis Paris, Anna orchestrerait l'ensemble. Ainsi fonctionnaient-elles toutes trois à présent, une même sève coulait dans leurs veines. À force de lire la carte de l'île, Jueves finissait par la connaître par cœur. La mémorisation s'effectuait plus aisément avec les émotions. Les noms de certaines plages lui rappelaient d'anciennes baignades. Cala Blanca, Cala Galdana, Cala en Porter, Cala de Binidali, Cala de Binibequer, Cala de Biniancolia, Punta Prima, etc. Toutes appartenaient à la côte sud. Pourquoi cette préférence? Elle n'aurait su le dire, il était trop tard à présent pour interroger Juan. Pourtant, elle n'en ressentait nul regret. Voilà au contraire qui laissait vierge la côte nord. Estupendo, aurait dit Jueves. Le mot était entré depuis peu dans le langage familial depuis qu'Anna avait repris l'apprentissage du catalan. De même qu'elle avait introduit certains mots oubliés. Elle avait donné l'habitude au trio de manier essentiellement par écrit le mahonnais. Une fierté définissait leur appartenance à la tribu des R. Le sang minorquin coulait dans les veines et se mêlait à celui de la Normandie. Cette complémentarité offrait une force de caractère peu commune. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne songeait à toutes les épreuves dont elle était sortie victorieuse, de plus en plus victorieuse. Les années drainaient une sagesse particulière, une acceptation confiante et patiente de la vie qu'il faudrait à présent transmettre à ses filles. De quelle façon? Elle l'ignorait encore. La donation se ferait sans doute à son insu. Jeanne espérait que son cheminement à travers l'île lui permettrait de résoudre cette difficulté. Sur ce point, Jueves avait raison. L'effort physique facilitait les recherches intellectuelles. Au retour, elle offrirait à ses filles un bel écrin renfermant paix et joie. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne pensait avec reconnaissance à l'instigatrice de son épopée. Anna, la voyageuse, lui avait insufflé l'audace de tout quitter. Ces tournées dans le monde ressemblaient au pèlerinage marathonien. Par son sens de l'organisation, toutes trois avaient pu ramener ensemble les cendres de Juan sur sa terre. Anna avait géré l'intendance du voyage. Ces explications furent pour Jeanne et Jueves de véritables révélations. La valise cabine d'abord, petite. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne songeait qu'Anna se préparait aussi à partir. Une tournée l'emporterait bientôt au Mexique. Jueves, la nuit ne m'atteindra pas. Je ne veux pas qu'elle m'atteigne. La nuit ne m'atteindra pas. Je ne veux pas qu'elle m'atteigne. La nuit ne m'atteindra pas. Je ne veux pas qu'elle m'atteigne. 3 fois toujours répété, sutra, formule magique ou prière, pourvu que le mal s'échappe, pourvu que la chasse se déroule ailleurs. Autre lieu, autre victime. Les quelques jours précédant la grande course étaient toujours terribles. Il convenait de prévoir l'organisation, repérage des lieux, dossard à retirer, visualisation du parking, des commodités, des consignes. Question pertinente que ne cessait de se poser Jueves, pourquoi se perdait-elle toujours sur le chemin du retour? 2 fois déjà, 2 fois le cœur prêt à se rompre. Ce qui devait être un plaisir se transformait en une incroyable angoisse, le marathon. Une épreuve bien au-delà de la course. Les nuits
ressemblait au jour par l'invasion des mêmes obsessions. Où se cachaient ces minutes de grâce, ce dépassement de soi dans la perspective de l'effort? Pour l'instant, seule l'angoisse, large, pleine, vaste, indéfinissable, celle-là même qui eut raison de Juan. Elle ne m'aura pas, elle ne m'aura pas, elle ne m'aura pas. Litanie monotone, murmurée à chaque réveil cyclique. La fatigue anéantissait le corps, les interrogations sans réponse viraient au cauchemar. Rouébès a déjà pensé au matin du jour J pour que précisément ce matin-là, elle n'ait rien à penser et que chaque geste nécessaire soit accompli machinalement. Faire comme si c'était demain, on ne sait pas ce qui peut se passer la veille, il faut que tout soit réglé en amont, estime-t-elle. Selon un ordre immuable et dans un chronométrage respecté à la minute, prendre le petit déjeuner et repousser la nausée, occuper ensuite les mains à la vaisselle pour feindre d'occuper l'esprit, se doucher, bien se sécher, appliquer de la graisse aux endroits stratégiques, à ces petites pliures de la peau susceptibles de s'irriter puis de blesser, enfiler les vêtements posés depuis le soir sur la chaise. Inutile de fouiller à nouveau le sac à dos. Les vérifications ont été faites, refaites et refaites la veille. Il fait nuit. Sortir l'automobile du garage et rouler. Se rendre au point d'arrivée de la course, puisqu'elle ne forme pas une boucle. Se garer exactement au même endroit que le jour du repérage. Envoyer un message au sien avant de quitter la voiture, rejoindre l'écart menant à la ligne de départ, d'autres coureurs attendent, il y en aura 1300. Embarquer dans la nuit, le trajet dure une vingtaine de minutes. L'arrivée au village saisit, tant le froid est piquant. Marcher vite pour réchauffer les cuisses, espérer atteindre un gymnase, une salle des fêtes, un lieu chauffé. Ni l'un ni l'autre, juste une tente ouverte. Tenir une heure comme tout le monde. Enfiler le sac poubelle pour se protéger. Attendre le dernier moment avant d'ôter le pull et de le laisser à la consigne, le corps tremble. Le jour se lève dans cette campagne perdue de l'heure. Ne pas penser. La présence n'est justifiée que par l'inscription à la course. Espérer le coup d'envoi pour que la douleur glaciale s'estompe. La course annihilera le froid. Il a pris la place de l'angoisse ou s'est mêlé à elle. Tout est confus. 10 minutes avant le départ, manger une barre vitaminée parce que le petit déjeuner est loin. Repousser encore la nausée. C'est le moment de prendre place dans le sac. Les 15 suivantes leur permirent d'échanger quelques souvenirs diépois. Rouébès s'y était rendu de nombreuses fois pendant l'enfance. Gorion, sans véritablement avouer qu'elle y travaillait, en parlait professionnellement. Importation et exportation de fruits et légumes, ferry en partance, marché aux poissons. Quant aux 15 dernières, elles furent différentes. Fût-ce l'effet du roulis, Gorion s'assoupit ou feignit de s'assoupir, Rouébès en profita pour accomplir son devoir de narratrice. Ayant bien l'intention de glisser dans la poche de Gorion le dernier épisode du récit de Juan, elle sortit carnet et stylo, puis le rédigea. Italique. Le récit de Juan, épisode 5. Sûr de son fait, Juan parcourut le plat des Baxaman, passant devant la gare maritime où un jour certainement un ferry l'emporterait pour Barcelone et la France. Il emprunta la Costa del Ponent et parvint de l'autre côté du quai. Il s'avança ensuite vers les terres en quête du premier muret. Il serait l'écrin idéal protégé des intempéries et des années. Sur le muret de pierre sèche, Juan s'assit. La vue était belle, appelant la promenade. Une sorte d'élan de liberté. Les pierres n'étaient pas cimentées.
Il chercha une excavation suffisamment grande et discrète. Avant d'y loger sa boîte métallique, il en tira la dernière ducados et la fuma. Le tabac brun laissait une odeur persistante sur ses doigts. Il fuma lentement, les yeux mi-clos, répétant chaque mot de la phrase écrite. Il leur trouvait une bonne sonorité. Lorsque la dernière bouffée fut expulsée, Juan s'assura de la présence du billet à l'intérieur de la boîte, qu'il ferma d'un geste rapide et sec. Il la logea dans l'interstice de 2 pierres. Quelques minutes encore, et il rejoindrait le quai, l'anneau et la mer. Écriture droite. Rouébès déchira la feuille du carnet, la plia en 2, se désola de ne posséder aucun porte-cigarette et, après s'être assuré du sommeil de Gorion, glissa l'épisode 5 dans la poche de sa veste. Alors le train arriva à Dieppe. Elles sortirent de la gare avec l'enthousiasme que provoque un premier jour de vacances. D'un commun accord, elles se dirigèrent vers le port, où un grand nombre de restaurants s'étaient installés. Rouébès trouva quelques ressemblances avec celui de Ciutadella, hormis climat, ciel, mer et lumière. Elles poursuivirent leur promenade jusqu'à la jetée pour observer les pêcheurs. Les odeurs de poissons séchés, de moules ouvertes servant d'appât rappelèrent les scènes d'autrefois. Comme le vent gagnait en puissance, il empêcha la discussion. Les questions pourtant fusaient. Lorsqu'elles furent suffisamment saoules de rafales et d'embruns, elles choisirent un restaurant donnant sur le port de Plaisance. Une table près de la baie les attendait. La bruine goûtait sur la vitre légèrement embuée. Elles commandèrent une bouteille de Sancerre. Après le premier verre, Rouébès lut pour 2 la carte avant de se lancer dans une tirade de la gastronomie catalane. Le vin fut délicieux, la salle calme et chaude, à l'abri du monde extérieur. Lancé dans le train de la nuit, Rouébès, aux côtés de Gorion, songeait avec gratitude à cette journée au bord de la mer. Demain, elle reprendrait les rênes, mais pour l'heure, c'était encore un soir de vacances. Depuis le départ du train, elle avait fermé les yeux, et ce que la pêcheuse avait pris pour un somme était juste une façon de profiter de l'intimité créée. Paupières closes, la coureuse agrandissait l'espace du dedans. Elle avait entendu Gorion ouvrir son sac et en sortir un livre dont elle tournait à présent les pages. Elle avait craint un instant qu'elle ne découvre trop tôt le récit de Juan, mais il n'en fut rien. Du roman sorti, Rouébès en connaissait le titre puisqu'elles en avaient discuté au déjeuner. Hiver à Soccho, d'Elisa Chua du Sapin. Lu et relu, il quittait rarement les affaires de Gorion. Rouébès l'avait alors imaginé en pleine mer, lors de moments de latence, sortant l'ouvrage du ciré, encapuchonnée. Jeanne. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne éprouvait encore le besoin d'écrire. Jamais elle n'avait connu cela auparavant. Les circonstances du moment, l'intendance, l'heure, tout s'interposait entre ses désirs et leur satisfaction. Le miracle de l'île, c'était leur réalisation immédiate. Écriture italique. Mes filles, quel temps fait-il chez vous? Quel temps fera-t-il pour nos départs respectifs? Ici, assurément beau, plutôt lumineux. Votre père avait raison sur ce point. L'essentiel n'est pas tant le soleil que cette luminosité. Fallait-il qu'il nous aime pour accepter le climat normand? Je me demande parfois quel aurait été notre destin si nous étions revenus vivre à Mao. Nous l'envisageâmes un moment, et puis les événements se déroulèrent autrement. Je ne regrette rien. Le climat ne fait pas tout, et s'il rendait durablement heureux, le Nord serait déserté. Il faut que je vous raconte mes derniers exploits matinaux. Hernando, à qui je vous ai montré en photographie, vous trouve estupendas. Claro,
ai-je rétorqué. En revenant de l'ermita, Jeanne était passée par la ville. Elle désirait aussi revoir ses rues piétonnes, leurs dallages, les boutiques qu'il avait marquées. La plupart étaient toujours là, et de nouvelles avaient vu le jour. La Pastelleria Bales présentait toujours en vitrine ses extraordinaires gâteaux à la crème et les boutiques de souvenirs, les mêmes santons minorquins. Sur les présentoirs extérieurs se trouvaient toujours les accrochés, palmes, casques, tubas colorés. Les abarcas chaussaient encore étrangers et autochtones. Jeanne s'était attardée sur la Plaza de l'Esplanade, qu'elle n'avait pas manqué de prendre en photographie comme le lui avait réclamé Ruébès. Tant de souvenirs y demeuraient attachés, certains réels, d'autres idéalisés. Le marchand de glace, les billets de loterie, les vendeurs de patatas fritas, les baby-foot, le kiosque à musique, les balançoires. Évidemment, Jeanne n'avait pas tout retrouvé. Et pour éviter de montrer la disparition du passé, elle avait pris un cliché assez lointain avant de redescendre tranquillement par les rues étroites. Son périple urbain s'était achevé par un tour al mercado artisanal. Il avait gardé ses odeurs si particulières de fruits, de légumes et de saucissons. Oui, Jeanne leur raconterait tout cela. Elle avait emmagasiné parfums et lumière. Elle pouvait à présent découvrir un autre aspect de l'île, par le Camí des Cabals, une terre non pas de souvenirs, mais de présent et d'avenir. La terre où Juan avait décidé de reposer. Jeanne se sentait prête à cette invasion-là. Dans une poche de son sac à dos, elle avait recueilli un peu de terre de l'ermita, des gravillons du port, la coque vide d'une moule et un caillou de l'escalier. Des trésors nouveaux, sans doute, les rejoindraient au cours de son épopée, mais qu'elle logerait dans une autre poche. Quant au cadeau qu'elle désirait offrir à Hernando, elle ne pouvait se le procurer sur l'île. Elle lui donnerait quelque chose de personnel. De France, elle n'avait rien emporté. Autrefois, elle offrait à la sœur et à la mère de Juan des parfums, des crèmes, des savons, produits de beauté en tout genre. La mention de Paris en accréditait la qualité et le luxe. Dans son sac, Jeanne possédait depuis de longues années un porte-clés contenant une médaille de Saint-Christophe. Elle protégerait Hernando comme il avait veillé sur elle. Quant aux 2 clés qui étaient attachées, elle trouverait bien un autre anneau pour les réunir. Voilà, tout était prêt. N'avait-elle rien omis? Des détails certainement lui avaient échappé. Elle les découvrirait en route. C'était sa part d'improvisation nécessaire. Quelle heure était-il? Entre 9 et 10 heures, certainement. Ruébès. Que devient Pedro pendant toute cette semaine? Quel destin l'arracha à Gorion? Dans un souci de simplification et d'optimisme, nous écarterons tout accident ou mort prématurée et choisirons le sort des aventuriers. Pedro, lui aussi, épris d'épopée, voyagea. De ses griffes acérées, il avait dessiné la carte de son périple. Tout allait donc bien pour lui, mais pour Gorion, dont il avait ignoré l'inquiétude, bien pour lui, mais non pour Gorion, dont il avait ignoré l'inquiétude. Pour qui pêcherait-elle désormais? Un matin, c'était le 5e ou le 4e, Ruébès se rendit chez Mario avec son sac. « Vous courez ?» lui demanda Gorion pour la saluer. « Oui, venez avec moi. » Gorion baissa les yeux sur ses fameuses bottes. « Vous marcherez, reprit Ruébès. Nous allons ratisser large, et nous le retrouverons, votre gâteau. » Que lui prenait-il à la coureuse d'ordinaire si discrète?
La surprise, pourtant, laissa la place au bon sens. Estimant que 4 yeux valent mieux que 2, Gorion accepta la promenade policière. Les recherches débutèrent sous le pont aux Anglais. Commençons par la gauche. Je file devant. Arrêtez-vous aux péniches. Nous y ferons le point. Fouillez les bâtiments. Je m'occupe du fleuve. Rouébès lui tendit une lampe torche. Elle s'étonnait elle-même de sa nouvelle puissance d'action. Se prenait-elle pour Fred Vargas? Nous l'ignorons. Mais en revanche, savons qu'elle cherchait essentiellement à semer la peine de Gorion. Elle savait bien qu'un chat perdu ne se retrouve pas, ou très rarement, et selon le degré d'importance des vœux adressés à Sainte Rita. La coureuse s'élança, laissant la pêcheuse marcher à sa cadence. Les réverbères étaient rares, et Rouébès pensa qu'elle était bien loin de la promenade sur le port de Ciutadella, loin des lumières ocre et de la douceur du soir, loin des lumières ocre et de la douceur du soir, loin des barques et des mâts. Malgré tout, il y avait ici quelque chose de là-bas. Naturellement, elle arrêta bien avant Gorion au point de rassemblement. Elle arriva bien avant Gorion au point de rassemblement. Craignant le froid, elle courut à sa rencontre et cette idée lui plut. Elle retrouva une pêcheuse triste, qui ne tenait dans ses filets qu'une importante provision de déception. « Rien de mon côté, dit Rouébès pour donner le change. Rien du mien. » Elles rebroussèrent chemin et puis le miracle. Rouébès, la défaitiste. Rouébès, la peureuse. Rouébès, l'angoissée. Décida que les choses changeraient. Non, dit-elle. Non, ce n'est pas parce qu'il fait froid, gris et pluvieux que Pedro nous échappera. Ah bon, pourquoi? La question méritait d'être posée, même si Rouébès n'en connaissait pas la réponse. Elle ressentait auprès de Gorion une force qui lui donnait de l'élan. Le jour se levait, réel ou métaphorique. On dirait qu'il va faire beau, osa-t-elle. Si, café con leche? Claro. Elle hâtèrent le pas jusque chez Mario. On dirait qu'il va faire beau, osa-t-elle. Si, café con leche? Claro. Elles hâtèrent le pas jusque chez Mario. En route à la faveur de l'obscurité, Rouébès coula son bras sous celui de Gorion. Parce que les miracles arrivent par paires, il s'avéra que ce jour serait pour les deux femmes un jour extraordinaire. « Avez-vous quelque chose de prévu ?» demanda Rouébès. « Non. »« Parfait. Accordons-nous ce temps. »« Estupendo » fit Gorion. Écriture droite. Pour la énième fois, Hernando avait vu Jeanne remonter dans sa chambre et en redescendre quelques minutes plus tard. La voilà qui sortait à nouveau. Il n'avait jamais rencontré pareille femme, si impatiente et en même temps si tranquille. Elle semblait bien connaître Mao. Il en ressentait une certaine inquiétude. Non. Il ressentait une certaine inquiétude à la laisser parcourir l'île, certes. Il veillerait sur elle. Por la mañana y la tarde. Mais elle demeurerait seule. Lors de ses excursions. C'était, semble-t-il, son souhait. Hernando n'avait jamais emprunté le Camí de Cabals, mais il lui était arrivé à plusieurs reprises d'héberger des randonneurs et même des coureurs. Étrangement, le projet de Jeanne avait fait naître en lui de nouveaux désirs, et
et il n'était pas loin de se dire qu'il l'accompagnerait 1 ou 2 journées. Encore faudrait-il qu'elle accepte sa présence. Par crainte d'un refus, il ne le lui avait pas encore demandé. Cependant, en prévision, il consulta le dictionnaire de poche espagnol-français, chercha la formulation précise, puis s'entraîna à voix haute. La phrase interrogative était prête à l'emploi, notée sur une feuille pliée en 4 et rangée dans sa poche. Jeanne pouvait venir désormais, il l'attendait même, et de pied ferme. Sur le muret de pierre sèche, où elle songeait à tous les événements vécus depuis son arrivée, Jeanne profitait de la douceur du soleil. Elle avait déjà tellement marché depuis l'aube que ses jambes réclamaient une pause. Elle les mettrait à rude épreuve, comme Rouébès finalement, en d'autres circonstances. Elle espérait que sa fille n'en abuserait pas et accepterait d'être un peu plus douce avec elle-même. Étrangement, elle relativisait ici les difficultés qui s'allégeaient du poids de l'inquiétude. Jeanne espérait ne pas avoir vexé Hernando. Il lui avait si proposé sa compagnie qu'il avait été difficile de la lui refuser. « Vous avez mieux à faire que de m'accompagner en randonnée. » Elle avait beaucoup souri. Il n'avait pas pris ombrage de sa réponse, mais elle était certaine qu'il n'en ferait qu'à sa tête. Ce qu'elle désirait surtout, c'était être seule au départ. Si en cours de route il voulait la suivre, elle aviserait. Jeanne déplia une fois encore la carte sur ses genoux. Elle était capable de réciter de mémoire les 20 étapes prévisibles. Elle fut tentée de plonger la main dans le panier repas pour grignoter un morceau, mais elle décida toutefois d'attendre 10 heures, une fois tout le monde parti. Jeanne, déambulant dans les rues de Mao, Jeanne avait toujours été étonnée par le peu d'animaux domestiques. Les chiens, si fréquents en Normandie, semblaient presque absents. Quant aux chats, la plupart erraient, surtout à Fornels, leur territoire privilégié. Toutefois, dans un grand nombre de jardins, de terrasses et de patios, vivaient des tortues, et certaines même très longtemps. Hernando prétendait en avoir accueilli plusieurs générations. Il habitait Escalcastel, en retrait de la ville, et possédait, à l'ombre de son gigantesque olivier, parmi une terre qu'il avait maintenue pierreuse, un repère de tortues. À chacune, il avait offert un nom et s'enorgueillissait de pouvoir les distinguer. Comme l'on présente les photographies des siens, il avait montré à Jeanne un cliché assez obscur sur lequel évoluait une tribu de 7 tortugas. Elle avait été flattée de cette marque de confiance et s'interrogeait sur la façon dont elle lui témoignerait en retour son affection. Elle l'avait questionnée sur les mœurs de ces animaux silencieux. Hernando alors s'était lancé dans un grand discours dans lequel elle n'avait pas tout saisi. L'idée de ramener en France 2 espèces lui avait traversé l'esprit un court moment. Mais ce qui appartenait à Menorca resterait finalement sur l'île. En italique. Mes filles, avec Hernando, nous sympathisons. Nous ne nous connaissons pourtant que depuis peu. Il m'a parlé des siens avec bonheur et simplicité. C'est lui qui s'occupera de gérer mon périple. Il me tarde de l'entreprendre, mais je sens qu'il me faut accomplir au préalable 2 ou 3 petites choses. Retrouver certains lieux avant d'en connaître de nouveaux. Je voudrais pouvoir vous transmettre la couleur du ciel. La lumière sur le port, une merveille que les meilleures photographies ne rendront toujours qu'imparfaitement. Un soir, nous sourirons ensemble des coïncidences qu'offre
l'existence. J'ignore si nos actions sont déterminées par quelque ordre mystérieux, mais je reste persuadée qu'il existe une récurrence des faits. L'histoire familiale se répète à des degrés différents que nous améliorerons. Je vous laisse, je file sur les chemins. Et comme on dit ici, buen dia, hijas. Ruebbes, à maintes reprises, Federico avait prévenu Ruebbes. Nourris tes muscles si tu veux qu'ils te suivent pendant 42 kilomètres. Et pas d'amour ou de punch uniquement. Tu m'entends, Ruebbes? De protéines. Il avait noté les aliments indispensables, sucre lent, viande blanche, poisson non gras, orange pressée, fromage blanc. Elle avait fait son choix, pâtes et blanc de poulet. Ce régime n'excluait nullement d'autres menus plus plaisants, plus méditerranéens également. Et ce soir un peu triste, où le gris remplissait tout le ciel, la coureuse avait besoin de réconfort. Gorione était aux abonnés absente depuis plusieurs jours. Ruebbes, la détective, n'ayant nulle enquête à mener, trouvait sa solitude un peu lourde, même pour un polar sud-américain. Si la cuisine ne la sauvait pas de son spleen viscéral, elle favorisait tout de même une autre appréhension des lieux. Ruebbes l'avait acheté le matin même. Précautionneusement empaquetée et mise au frais, la sobrassada reposait. Ruebbes hésita entre tapas ou bocadillos, opta pour ces derniers en raison de la forme oblongue des petits pains et de leur couleur dorée rassurante. Elle les ouvrit, y déposa en l'aplatissant avec la fourchette des lamelles de sobrassada. Puis, avec la même application, elle prépara le gin, amb limone, modifiant légèrement la recette originale, préconisant un tiers de gin pour 2 tiers de limone. Le contraire lui convint davantage, 2 tiers d'alcool pour 1 tiers d'agrumes. Assiette et verre furent déposés sur un plateau, lequel trouva place sur les genoux. C'était l'heure de la promenade sur le port de Ciutadella, l'heure exquise de l'ubiquité. La première gorgée fut plus que délicieuse. Elle draina un courant chaud, une eau chaude de plénitude. « Estupendo !» murmura-t-elle. Au matin, Ruebbes ressentit dans le vrombissement permanent de son crâne la nécessité de s'aérer. Elle prépara son sac, sans omettre l'épisode 4. Il faisait frais, pluvieux, gris, sinon obscur. Un vrai matin de polar, songea-t-elle pour forcer son optimisme. Même Mario semblait avoir perdu son entrain. « Sabes donde está Gorione ?» osa Ruebbes. « No te preocupas. Vas a correr? Claro. Estupendo. Gappa. Estupendo. » Voilà qui lui paraissait un peu audacieux. Après avoir déposé ses affaires, Ruebbes s'élança. À l'esprit, pour rythmer sa cadence, le refrain. Toi coureuse, moi pêcheuse. Rien de plus. Juste une occupation, inspiration foulée, expiration, averse, vent, essoufflement, engourdissement des doigts, tout lui parut insupportable. Elle se demanda combien de difficultés supplémentaires elle serait capable d'endurer encore, à y réfléchir honnêtement aucune. Lorsqu'en rentrant par la porte de service, elle croisa Gorione, elle pensa qu'il existait peut-être finalement, non pas une justice, mais un équilibre. Tout ne pouvait être exclusivement négatif. Un bien compensait de temps à autre une montagne de maux. « Enfin !» fit-elle sur un ton qu'elle désira assez bourru. « Attendez-moi, je me change !» Ruebbes la bouscula avant de s'engouffrer dans les toilettes. Le récit de Juan avait disparu. Dans la salle, le décor était tout autre, à croire que Gorione avait joué les machinistes. Les tons des conversations s'animaient et Mario avait retrouvé sa verve coutumière. « Alors, cette mère ?» questionna Ruebbes. Déchaîné. Non, non. Café con leche, por favor, Mario. Commanda la femme prodigue. Les mots de Ruebbes
mouronnait doucement dans sa gorge nouée. C'en était presque pitoyable. « En vacances ?» osa-t-elle. « Non. »« Des soucis ?» ?»« Oui. » À l'image de la coureuse, la pêcheuse jouait les avares de propos. « Dites toujours » reprit Rouébès. Pedro a disparu. Le sang de la détective en devenir ne fit qu'un tour. Pedro n'était pas n'importe qui. Pedro n'était pas n'importe quel chat. Pedro était le chat de Gorione. Mi gâteau, comprenez-vous, ajouta-t-elle. Les circonstances de sa disparition restaient obscures. Au soir, il était là, au matin, non. Presque aussitôt, l'angoisse rongeait toute forme de vie. Deux questions occupaient l'esprit. Où ? Pourquoi ? Les réponses à la première étaient aussi vastes que le quartier. Quant à celle concernant la causalité, impossible d'y songer sans devenir la reine de l'anthropomorphisme. Sans doute Pedro croyait-il être mieux ailleurs que chez lui. Herbe plus grasse, plus verte. Et l'affection, disait Gorione. Jamais il ne trouverait semblable complicité, hélas. Il fallait pourtant croire que oui. Telles furent, dans un premier temps, les explications de Gorione. Pour Rouébès, elles correspondirent à des révélations. D'abord, parce qu'elle ignorait l'existence de Pedro. Ensuite, parce qu'elle n'aurait jamais envisagé semblable attachement. Il a dû filer de balcon en balcon, conclut-elle. Évidemment, Gorione l'avait cherché partout, avait sonné à toutes les portes, visité chaque immeuble, ouvert caves et portes de garage. Comment Rouébès n'osait poser la question? Les pêcheuses ont-elles un passé de cambrioleuses? Gorione avait aussi observé à la loupe chaque mètre carré de balcon et reniflé chaque jardinière. Elle avait également procédé à un certain nombre d'interrogatoires. Les voisins l'avaient accueillie plutôt aimablement. Beaucoup avaient déjà expérimenté la détresse du chat perdu. Cette bonne volonté n'était pas suffisante. Gorione eût désiré que la ville entière organise des recherches. Au commissariat, le brigadier de service, d'abord compatissant, il avait accepté d'afficher l'annonce de la disparition, avait ensuite témoigné d'une certaine impatience devant son insistance. Gorione exigeait que l'on donnât à chaque fonctionnaire le signalement de Pedro. Le policier avait formellement répondu non. Il avait d'autres... un reste d'empathie lui avait permis d'éviter la formule traditionnelle et il s'était corrigé par d'autres affaires en cours. Je n'en doute pas, mais lesquelles ? Avait répondu Gorione. Elle était sortie, non sans laisser en 10 exemplaires ses coordonnées, avait repris ses recherches dans le quartier. À la nuit tombée, elle appelait Pedro. Elle savait combien il aimait s'envelopper de l'obscurité qui glissait sur son pelage noir. Noir ? Interrogea Rouébès. Entièrement. Un noir d'ébène soyeux et que son regard vert clair phosphorescent soulignait si joliment. Voilà où nous en sommes, fit Gorione. Les oreilles de Rouébès frémirent en entendant ce « nous ». Je peux vous aider, osa-t-elle enfin. Je serai vigilante lors de mes courses. Il m'arrive souvent de croiser des rats. Il est peut-être sur leurs traces. Gorione se demanda si une pêcheuse pouvait vivre avec un chasseur. Que chasse-t-on sur les balcons des immeubles ? S'enquit-elle. Excellente question. C'est par là qu'il faut commencer. Identifions les proies. Pedro n'étant pas n'importe quel chat, il ne court pas après n'importe quelle proie. Ces incroyables événements narrés au café de Mario eurent un impact conséquent dans la vie de Rouébès et bouleversèrent dans un premier temps ses rites. Ainsi vint-elle au lendemain sans son sac, s'asseyant directement à la table de Gorione. La nuit n'avait pas été reposante car ses yeux paraissaient plus cernés que la veille. « Pas de course ce matin ?» demanda la pêcheuse. « Est-il rentré ?»« Ah non. »« Pas de course. Dos café Mario, por favor. J'ai réfléchi aux proies éventuelles. Éventuellement, il y a toutes sortes d'insectes la nuit. Les moustiques, les moucherons, les libellules, les hannetons. Mais ils ne sont plus de saison. Il y a aussi les chauves-souris, mais nous sortons du domaine des insectes. Sans oublier les rongeurs, souris, rats, mulots, musaraignes, les oiseaux également, enfin ceux de la nuit, qui d'ailleurs ne doivent pas être si fréquents en ville.
Vous oubliez les insectes des jardinières et des pots de fleurs, vers de terre, fourmis, cloportes, coccinelles, perce-oreilles, papillons, sauterelles, répliqua Gorion plus par politesse que par conviction. Pedro n'eut que l'embarras du choix. Peut-être chassa-t-il simplement une idée. Il aurait pu également faire une rencontre. Vous croyez, c'est la saison des amours ? Questionna Gorion. Il n'y a pas de saison pour aimer. Le plus étonnant dans cette affaire, qu'elles nommèrent bientôt l'affaire Pedro, fut qu'elle n'engendra d'abord aucune action commune. Pendant plusieurs matins, les deux femmes conversèrent strictement de Pedro. Rouébès découvrit les habitudes du couple, que Gorion formait avec son chat. Heure des repas, du coucher et du lever, pause commune, observation du ciel. La coureuse apprit les mœurs félines et celles plus délicates des pêcheuses. Gorion ne s'arrêta pas à cet enseignement et exposa aussi les bienfaits ou méfaits d'un grand nombre de croquettes, sans omettre les traitements anti-puces. Elle fut un maître en la matière et Rouébès une auditrice attentive, intéressée même par la discipline, à moins que ce ne fût par l'oratrice. De 8 à 9 heures, heure à laquelle Rouébès chaussait d'ordinaire ses semelles de vent, elles se retrouvèrent et abordèrent les mêmes sujets sans jamais résoudre l'énigme. Gorion poursuivait seul ses recherches dans la ville. Rouébès courait le soir et sa vigilance concernant tout ce qui a 4 pattes et des moustaches s'accrut considérablement. Ainsi s'aperçut-elle qu'une tribu importante de chats vivait sur les quais, se nourrissant au gré des occasions des dons des mariniers ou de rongeurs. À plusieurs reprises, elle appela à voix haute Pedro, s'il ne répondit pas à ses appels pourtant sincères. Plusieurs félins, en revanche, s'approchèrent, et elle s'aventura à caresser les moins farouches. Le récit de Juan n'avança guère au cours de cette période, et l'on pourrait même écrire que l'histoire de Pedro s'y substitua. En BD qu'à la télé, c'était super ça. Jeanne retrouverait-elle le chemin emprunté 3 années auparavant ? Un neveu de Juan les avait menés, Jeanne, Anna et Rouébès. Il avait fallu sortir de Mao, se diriger à l'intérieur des terres sur 1 ou 2 kilomètres. Jeanne se souvenait bien de cette rue étroite, calme, ensoleillée. L'ermita de la Mare de Gracia se situait à gauche. Pour l'heure, toutefois, il faisait nuit et à pied, les perspectives n'étaient pas les mêmes. Elle avait le temps. Aujourd'hui ou demain, peu importait. L'essentiel était d'y parvenir. Elle y parviendrait, ayant désormais acquis cette certitude assez exaltante que ce qu'elle entreprenait ici et dont elle avait rêvé si longtemps se réaliserait. Jeanne y parvint donc. Alors qu'elle avait cru trouver porte close, elles furent ouvertes, ou plus exactement, n'avaient sans doute pas été fermées. Cette forme de liberté, même pour les corps morts, la rassura. Elle n'aimait pas l'idée de cendre emprisonnée dans une urne, elle-même emmurée. Portes et fenêtres, abiertas, tel était le mode de vie minorquin. Jeanne s'approcha de la bâtisse, belle dans toute sa blancheur. Elle se souvenait du chemin, dépasser la grille, en faire forger à gauche, continuer tout droit, puis tourner à droite pour aboutir à cette sorte de patio à ciel ouvert, ce cimetière de murs fleuris. Peut-être n'irait-elle pas jusque-là. Ce n'était pas important. L'essentiel était de respirer ce paysage, d'en être une partie. Jeanne se baissa pour ramasser un peu de terre légère, à la senteur et au goût iodé. Elle en glissa une poignée dans la poche de son sac. Au toucher, l'on eût pu la confondre avec du sable. Écriture italique. Mes filles, je suis allée ce matin à la rencontre de votre père à l'ermita. Après quelques hésitations, j'ai retrouvé le chemin. Je suis entrée, mais devant le portail de fer, je me suis arrêtée. Et votre père en a profité pour me rejoindre. Aucun fantôme. Ne vous inquiétez pas.
Mais j'ai pensé si intensément à l'homme rencontré 50 ans plus tôt qu'il m'est apparu tel. Que vous ne l'avez jamais connu. Les photographies anciennes n'expriment pas tout. Il faudrait vous parler de sa joie, de son élan, de sa force, qui transformait les choses les plus banales en merveilles, de son humour, de son rire. Il faudrait vous expliquer combien sa singularité passait pour une forme d'originalité joyeuse. Rien d'inquiétant, du moins rien qui ne m'ait alarmé. S'il m'arrivait de considérer avec surprise ses réactions, c'est parce qu'elles me paraissaient impulsives. Je n'y étais ni habituée, ni préparée. Comment avons-nous fait pour nous comprendre? Il faut croire que nous n'en avions pas besoin. Il faudrait préserver de lui cette image-là, cette façon lumineuse. J'allais écrire ensoleillé de considérer l'existence. Je ne suis pas de celles qui se recueillent sur une tombe ou qui se lamentent sur un mur. Je suis de celles qui vivent avec les disparus, qui ne m'importunent jamais. Discret, il ne pèse pas sur ma vie. Il m'accompagne. Après ce moment avec Rohan, je suis revenue sur mes pas. Il me tardait de retrouver Hernando. J'avais hâte de vivre. Écriture droite. Hernando avait éprouvé une sympathie immédiate pour cette Française qu'il avait logée avec ses filles de 3 ou 4 ans auparavant. Elles avaient été des clientes aimables qu'il avait hébergées 2 ou 3 nuits. Il se souvenait de l'une d'entre elles qui s'échappait de l'hôtel au petit matin pour aller courir. À présent, il s'occuperait de Jeanne. Il lui avait finalement demandé son prénom après lui avoir donné le sien. La Kamma avait été louée pour le mois. Pension complète. Elle suivrait cada dia el camí de Cabals, à charge pour lui de la mener le matin et de la rechercher le soir. Ce matin serait son premier matin, sa première étape. Elle n'avait pas beaucoup dormi, à en juger par ses allées et venues depuis la veille. Les petites femmes ont des ressources insoupçonnées, estima-t-il en se dirigeant vers la cuisine. Qu'allait-il lui préparer pour son panier repas? La question n'était pas de connaître les besoins énergétiques d'une randonneuse, mais de deviner ce que picore ce genre d'oiselle. Il ferait simple et constatant le Dru Rollin, au retour Faubourg Saint-Antoine. les restes, envisagerait au besoin une autre formule. Il plaça sur la table 3 petites boîtes. Dans la première, il déposa dos bocadillos con pollastre. Dans la seconde, una ensalada de gambas. Dans la dernière, 2 pastissettes livrées la veille de Mercadal. Les portions assez petites lui conviendraient et auraient l'avantage de tenir dans le sac à dos. Il prévoyait également 2 bouteilles d'eau d'1 demi-litre chacune pour équilibrer la charge. Il n'oublia pas les couverts en plastique et la serviette en papier. Hernando chercha ensuite ce qu'il pourrait glisser de plus personnel comme un porte-bonheur. Il regarda autour de lui. Dans le hall figurait sur le mur un pan de bois serti de crochets. Les clés des chambres étaient suspendues. Celle de la cave
était retenu par un porte-clés en forme d'anneau d'amarrage. Il détacha la clé et glissa l'objet dans l'une des boîtes. Repousser encore la nausée, c'est le moment de prendre place dans le sas. Ôter le sac poubelle qui protégeait le buste. Bénéficier de la chaleur que diffuse ce troupeau humain. Écriture italique, le récit de Juan, épisode 3. Dans les années 1940, Juan avait accompli un exploit. La puissance qui parfois s'emparerait de lui avait commencé son lent et pernicieux travail d'investigation. Elle se manifestait par des comportements troublants, mais pas encore insensés. Une volonté de se dépasser, d'enfreindre les limites. Pourquoi ne pas entreprendre à la nage la traversée du port de Mao jusqu'à la Isla del Rey? Roebès n'avait aucune difficulté à imaginer Juan. Italique de nouveau. Au matin, de très bonne heure, les pêcheurs rentraient. Certains rapiéçaient leurs filets, d'autres proposaient sur l'étal improvisé de la barque quelques poissons aux femmes. C'étaient toujours les mêmes et il les connaissait. Elles étaient exigeantes. Juan prêta attention. Sa mère, certainement, serait parmi elles. Il contourna cet espace, rejoignit l'embarcadère où le ferry, en provenance de Barcelone, accostait chaque semaine. Il portait un petit sac où il avait enfourné à la hâte quelques vêtements de rechange. Deuxième partie, départ. Roebès. Roebès n'aimait pas les romans policiers. Plus particulièrement, elle n'appréciait pas leur chute et même la seconde moitié. Elle s'efforçait, durant la première, de comprendre les fonctions des personnages, de les mémoriser même, à l'aide de courtes notes prises au cours de la lecture, mais alors que l'auteur précisait par de plus ou moins subtils indices le degré de leur implication dans l'affaire, et alors que Roebès consciencieuse un court moment complétait ses fiches, l'intrigue se compliquait et finissait par l'ennuyer. Relâchant dès lors toute concentration, elle finissait par abandonner l'ouvrage. Cette déception face au genre policier n'empêchait pas sa fascination. Toute cette littérature d'énigmes, de questionnements et de résolutions lui semblait une vaste métaphore de la vie. Était-ce la raison pour laquelle elle eût désiré en être un auteur de qualité ? Ses tentatives s'étaient arrêtées exactement au même endroit que ses lectures, au stade de fiches identitaires dont nous donnerons ici les plus complètes. Nom, Roebès. Profession, détective privé. Nationalité, catalane. Âge, non défini. Résidence, Carrer Santa Caterina. État civil, célibataire. Signe particulier. Malformation de naissance, boîte de la jambe droite, d'où une situation un peu bancale dans la vie. La fiche avait été rangée dans un gros classeur sous la couverture duquel Roebès avait collé une étiquette. Plus tard, elle donnerait à cette affaire dont elle ne connaissait pour le moment. Plus tard, elle donnerait un nom à cette affaire dont elle ne connaissait pour le moment que l'atmosphère minorquine. Lorsqu'elle avait fait la connaissance de Gorion chez Mario, elle l'avait incluse dans son projet, et une nouvelle fiche était venue compléter la précédente. Nom Gorion, profession pêcheuse, nationalité française, âge non défini, résidence non définie, état civil pas encore défini, signe particulier, Paul à col roulé et bottes en caoutchouc. La fonction de ce dernier personnage restait incertaine. Plutôt adjuvant qu'opposant, elle participerait aux enquêtes d'une façon ou d'une autre. Restait à qualifier cette façon.
Rouébès n'avait jamais eu l'audace d'entretenir la pêcheuse de ses élucubrations, leur relation épistolaire occupant toute la place de ses efforts sociaux. Or, elle était sur le point de glisser quelque indice dans son courrier lorsque Gorion s'absenta. Dans sa logique d'auteur de polar, Rouébès songea au terme de disparition. Insensiblement, Gorion glissait dans la peau de la victime, de celle sur qui l'on entreprend des recherches. Un matin, revenant de sa course et trouvant au même endroit qu'elle l'avait laissé le courrier, Rouébès ressentit un tel découragement que, pour peupler sa nouvelle solitude, elle se décida à l'action. Au soir venu, devant le port de Ciutadella, elle sortit son classeur, étala les 2 fiches, en prit une 3e. Crayon en main, elle attendit. Et rien ne vint. Sans doute devait-elle d'abord mettre en place l'intrigue. Mais Rouébès n'avait pas le moindre soupçon d'idée. N'avait-elle rien à dire? Elle savait toutefois qu'elle désirait réunir ces 2 personnages dans un dessein commun. Lequel? Rouébès se disait qu'elle aurait pu bâtir quelque chose avec le port. Certainement, dans la foule anonyme des promeneurs, aurait-elle trouvé quelque affaire à démêler. Mais par lassitude, elle se sentait plus témoin qu'actrice, enviant les clients des terrasses à leur insu, photographiés et projetés sur son mur. Au cours des minutes qui suivirent, elle prit conscience de plusieurs phénomènes. Le premier était qu'elle était déjà si pleinement plongée dans sa fiction que la véritable Gorion ne lui manquait presque plus. Le second fut sa capacité à figer l'image de la pêcheuse. Menton dans la main, elle lui offrit un air tout à la fois désœuvré, détaché et même un peu blasé. Elle se demanda ensuite quel serait le destin de ce roman. Qu'en ferait-elle? Ou plutôt, que désirait-elle en faire? La simple idée du récit, sans sa concrétisation, lui suffirait-elle? Elle pouvait vivre d'abstraction, du moins dans une certaine mesure et dans un cadre limité. Ensuite, naîtrait rapidement l'ennui. Rouébès replongea dans un état quasi végétatif, attendant sans connaître l'objet de son attente. Les idées fuseraient-elles davantage avec un verre de vin? Elle se leva, s'en servit un, et le but debout, détaillant l'angle droit du cliché. Puisque rien d'extraordinaire ne se produisait, elle en but un second. Elle s'en voulait presque de se sentir si vide, si médiocre, concluait-elle. Et quand bien même se verserait-elle un 5e verre, rien de sa future enquête ne verrait le jour. Alors, pour conjurer le sort, se détacher de son roman et plonger dans une autre dimension, elle écrivit l'épisode 4, italique, le récit de Juan, épisode 4. Avant de sauter et d'entreprendre la traversée du port, Juan s'assit à l'intérieur d'un gros anneau d'amarrage, espérant bénéficier de l'harmonie de sa rondeur. Il regarda la Isla del Rey, qui avait servi autrefois de prison puis de caserne. Il l'imagina comme la réplique miniature de Minorque. Alors qu'il n'était pas vraiment sentimental, Juan aurait voulu laisser quelque chose, un mot peut-être. À qui l'adresserait-il? Sa mère? Sa sœur? Non! Elle paraissait si souvent liguée contre lui. Qui d'autre? Aux inconnus? À tous ceux qui un jour prendraient place sur cet anneau? Aux générations futures, en somme? Juan fouilla ses poches, trouva l'un de ses billets de loterie usagés que sa mère achetait chaque semaine au marché. Au verso, la place était petite mais suffisante. Il réfléchit, hésita, sourit. Son beau regard gris-vert porté au loin sur l'île des possibles. Il la tenait, sa phrase unique et essentielle. Avec application, il l'écrivit et la signa. Il plaça le billet. Il plia le billet, le plaça dans la petite boîte métallique qui contenait ses 2 ducados quotidiennes, puis se leva en quête d'un bel écrin. La valise cabine d'abord, petite,
mais donc petite donc, mais efficace, aux poches multiples et à roulettes comme il se doit, évitant l'enregistrement et la récupération des bagages. La trousse de toilette ensuite, au flacon transparent que l'on étiquetait. Le choix des vêtements, leur rangement, avait aussi été l'occasion de faire et refaire la valise. Sur le muret de pierre sèche, Jeanne songeait qu'Anna se préparait aussi à partir. Une tournée l'emporterait bientôt au Mexique. Où est Bess? La nuit ne m'atteindra pas. Je ne veux pas qu'elle m'atteigne. La nuit ne m'atteindra pas. Je ne veux pas qu'elle m'atteigne. La nuit ne m'atteindra pas. Je ne veux pas qu'elle m'atteigne. 3 fois toujours répété, sutra, formule magique ou prière, pourvu que le mal s'échappe, pourvu que la chasse se déroule ailleurs. Autre lieu, autre victime. Les quelques jours précédant la grande course étaient toujours terribles. Il convenait de prévoir l'organisation, repérage des lieux, dossard à retirer, visualisation du parking, des commodités, des consignes. Question pertinente que ne cessait de se poser Rouébès, pourquoi se perdait-elle toujours sur le chemin du retour? 2 fois déjà, 2 fois le cœur prêt à se rompre. Ce qui devait être un plaisir se transformait en une incroyable angoisse, le marathon. Une épreuve bien au-delà de la course. Les nuits ressemblaient aux jours par l'invasion des mêmes obsessions. Où se cachaient ces minutes de grâce, ce dépassement de soi dans la perspective de l'effort? Pour l'instant, seule l'angoisse, large, pleine, vaste, indéfinissable, celle-là même qui eut raison de Juan. Elle ne m'aura pas, elle ne m'aura pas, elle ne m'aura pas. Litanie monotone, murmurée à chaque réveil cyclique. La fatigue anéantissait le corps, les interrogations sans réponse viraient au cauchemar. Rouébès a déjà pensé au matin du jour J pour que précisément ce matin-là, elle n'ait rien à penser et que chaque geste nécessaire soit accompli machinalement. Faire comme si c'était demain, on ne sait pas ce qui peut se passer la veille, il faut que tout soit réglé en amont, estime-t-elle. Selon un ordre immuable et dans un chronométrage respecté à la minute, prendre le petit déjeuner et repousser la nausée, occuper ensuite les mains à la vaisselle pour feindre d'occuper l'esprit, se doucher, bien se sécher, appliquer de la graisse aux endroits stratégiques, à ces petites pliures de la peau susceptibles de s'irriter puis de blesser, enfiler les vêtements posés depuis le soir sur la chaise. Inutile de fouiller à nouveau le sac à dos. Les vérifications ont été faites, refaites et refaites la veille. Il fait nuit, sortir l'automobile du garage et rouler, se rendre au point d'arrivée de la course, puisqu'elle ne forme pas une boucle, se garer exactement au même endroit que le jour du repérage, envoyer un message au sien avant de quitter la voiture, rejoindre l'écart menant à la ligne de départ. D'autres coureurs attendent. Il y en aura 1300. Embarquer dans la nuit, le trajet dure une vingtaine de minutes. L'arrivée au village saisit, tant le froid est piquant. Marcher vite pour réchauffer les cuisses, espérer atteindre un gymnase, une salle des fêtes, un lieu chauffé. Ni l'un ni l'autre, juste une tente ouverte. Tenir 1 heure comme tout le monde. Enfiler le sac poubelle pour se protéger. Attendre le dernier moment avant d'ôter le pull et de le laisser à la consigne, le corps tremble. Le jour se lève dans cette campagne perdue de l'heure. Ne pas penser, la présence n'est justifiée que par l'inscription à la course. Espérer le coup d'envoi pour que la douleur glaciale s'estompe. La course annihilera le froid. Il a pris la place de l'angoisse ou s'est mêlé à elle. Tout est confus. 10 minutes avant le départ, manger une barre vitaminée parce que le petit déjeuner est loin. Repousser encore la nausée. C'est le moment de prendre place dans le
cabine, non chauffée, à l'abri des averses, elle la voyait, relisant l'histoire de cette rencontre improbable de deux soupirs. La coureuse se promit de lui offrir un nouveau roman. En serait-elle à l'origine? Elle réfléchirait à un polar d'amour pour en créer le genre. En une journée, Gorion avait comblé des manques. Ruebbes estimait ce constat stupendo, mais inquiétant. Elle se laissait bercer par la musique des pages qui se tournent, se demandant si elle était prête à sortir de sa réclusion volontaire. Une journée n'est pas une vie, se répétait-elle encore. La part d'ombre qui avait emporté Rouen et qu'elle craignait héréditaire, l'épiait toujours, où qu'elle aille et quoi qu'elle fasse. Mais ici, dans cet espace confiné, filant dans la nuit, dans la perspective du retour, elle goûtait une paix nouvelle et dont elle était redevable à la pêcheuse. Comment l'en remercier? Après le déjeuner, elles avaient passé l'après-midi à la plage, déserte en cette saison. À défaut de sable, elles avaient marché sur les galets et Gorion lui avait parlé de la pêche à quai. Ruebbes avait trouvé cela curieux. Elle s'attendait à la narration d'aventures sur des chalutiers. Et voilà qu'elle lui contait non pas la mer déchaînée, les lourds filets à remonter, le tri du poisson, le vent cinglant et le froid engourdissant, mais des histoires tout simples, et partant émouvantes, de marées basses, de coquillages et d'épuisettes. À Dieppe, cette pêche n'avait pas été possible. Ruebbes ne l'avait pas regretté. Le don d'ubiquité, hérité de Jeanne, lui avait permis de considérer la plage de Galets comme une plage de sable, un port de Normandie comme un port minorquin. En fin de journée, juste avant de prendre le train, elles étaient entrées dans l'une de ces anciennes boutiques de bord de mer petites et aux articles hétéroclites. Ruebbes savait ce qu'elle désirait, Gorion s'était laissé convaincre. Elles étaient ressorties avec le même pull marin bleu, à l'encolure ronde et aux 3 boutons sertis d'une encre. Il y eut ensuite le retour à la gare, quelques minutes d'attente et sur lequel l'arrivée du train qui les avait emportées. À Rouen, elles ne s'étaient pratiquement rien dit. Il faisait nuit, froid. Avant de se séparer, elles avaient une dernière fois déambulé ensemble en descendant la rue de la Glacière. Alors, vraiment, c'est pour demain? Avait questionné Gorion. Oui, vraiment. Que dit-on dans ces cas-là? Je ne sais pas, rien. Tout de même, mon courage ne sera pas de trop. Moi aussi, je courrai demain. Mais après Pedro, je finirai bien par le rattraper. C'est sûr. Question de souffle. Ruebbes avait souri en imaginant la pêcheuse chaussée de semelles de vent à la place de ses bottes. Eh bien, alors, avait conclu Ruebbes. Oui, oui. Elles avaient emprunté chacune une voie différente. Sur la sienne, immédiatement, Ruebbes avait allongé les foulées, à la fois pour étreiner son pull, mais aussi pour repousser les pensées. Ensuite, et contre son habitude, elle avait pris un bain très chaud, ajoutant à la mousse un bouchon d'eau de Cologne. Il était 20h, elle s'était demandé où se trouvait sa mère, ce qu'elle faisait, comment occuperait-elle sa nuit. La sienne serait difficile, comme le sont toutes celles précédant une épreuve. Ruebbes avait dîné en suivant scrupuleusement les conseils de Federico. Escalope de poulet, pâtes, fromage blanc. Elle avait apporté sa note personnelle en ajoutant 2 verres de vin. Le premier pour trinquer à la journée est stupenda, en compagnie de Gorion, le second pour anticiper celle du lendemain. Elle s'était couchée de bonne heure afin de reposer ses jambes qu'elle avait surélevées. Des impatiences endolorissaient tout le corps, les pensées fourmillaient, des phrases entières s'entrechoquaient. Ruebbes s'était relevée à plusieurs reprises pour les noter. Dans l'obscurité angoissante, le marathon prenait des allures de fin du monde et la coureuse récapitulait ses adieux. À Gorion, les mots avaient été posés indirectement et très implicitement. Leur relation épistolaire demeurait en suspens, aérienne, délestée de toute contingence.
La pêcheuse n'était pas prête à tout entendre et la coureuse à tout avouer. Jeanne avait appelé Rouébès dans la soirée. Cette dernière lui avait trouvé une bonne voix et même des intonations exaltantes. Elle avait prévenu Anna et les deux sœurs avaient discuté des départs qui les attendaient. « Tout ira bien, disait Anna. Le plus difficile est de partir. Ensuite, il suffit de se laisser glisser. Le corps sait bien ce qu'on attend de lui. Il agit en conséquence. Fais confiance. » Oui, bien sûr, mais Rouébès estimait qu'il était plus aisé de faire confiance le jour que la nuit. Elle aurait voulu laisser quelque chose à Federico. Avant de s'interroger sur la nature de ce cadeau, elle s'était penchée sur le moyen de le lui faire parvenir. Pour rester dans le thème général de ces semaines, elle avait songé aux bouteilles jetées à la mer. Mais outre le fait qu'il lui serait difficile de s'approcher à l'instant même de la Manche et plus encore de la Méditerranée, il lui semblait encore plus improbable que le message trouve son destinataire, Federico n'habitant pas près d'une plage. Que voulait-elle lui dire qu'il ne soit des remerciements uniques homme à la faire rire? Il l'avait préparée à l'épreuve, sculptant tous les muscles nécessaires. Grâce à lui, elle se sentait prête, corps et âme. L'unique interrogation était le temps. Elle le désirait estupendo pour lui témoigner de sa gratitude. Elle lui offrirait son dossard parce qu'il était le leur. Comment exprimer tout cela? Rouébès savait qu'elle ne dirait quasiment rien. Le peu est meilleur que le rien, se répétait-elle, pour que la formule appelle l'audace. Que restait-il à présent à accomplir? Rien. Elle pouvait s'endormir sans crainte, le réveil sonnerait à 5h30, elle disposait encore de la possibilité de trouver le sommeil. Rouébès désirait échapper. À la pensée de l'après, car une fois l'échéance arrivée et le record battu, que lui resterait-il? Quant aux conditions météorologiques qui avaient déterminé le choix des vêtements, elles seraient idéales. Elle était persuadée qu'elle vivrait le dernier beau jour avant que l'automne n'applique ses lois. Dictate de la pluie, du gris, de l'obscurité. Ce dimanche constituerait l'exception, le clin d'œil de l'été avant l'hibernation. Départ au pluriel. En 1947, Juan plongeait dans l'eau du port de Mao. Il rejoignait la Isla del Rey. En 2017, à 9h30, Rouébès s'élança comme 1299 concurrents pour parcourir les 42 km et 195 mètres. Jeanne se leva d'une mirée de pierres sèches et entama la première des 20 étapes du Camí des Cabasses. Si ses mains ne découvrirent pas la petite boîte métallique, elles la frôlèrent certainement. Anna franchit la porte d'embarquement, traversa la passerelle et gagna l'avion. Il la déposerait à Mexico 12 heures plus tard. Tous furent victorieux. Fin du roman